antenne et on accueille Philippe Chauvin. Bonsoir Monsieur Chauvin. Vous écrivez ce livre qui s'appelle « Rugby, mourir fait partie du jeu, le combat d'un père endeuillé ». Vous livrez ce soir un témoignage extrêmement fort sur ce qui s'est passé dans votre famille, sur la mort de votre fils Nicolas qui avait 18 ans, c'était en 2018. Et puis il y a un combat que vous menez après et qu'on va retracer ce soir, qui vous fait vous heurter au monde du rugby. Finalement, l'omerta qui y règne et les règles qu'on ne veut pas changer. Parce que voilà, ça dérange un certain nombre. On va commencer, si vous voulez bien, par ce qui s'est passé ce jour de décembre 2018, quand vous amenez votre garçon de 18 ans à la gare, qui est très heureux parce qu'il va jouer un match professionnel. Il va porter les couleurs du Stade Français. Et là, vous vous dites évidemment, à aucun moment, c'est la dernière fois que je vais voir mon fils. Effectivement, c'était pour lui une première titularisation. Il avait rejoint le Stade Français depuis 6 mois et il était tout excité à l'idée d'aller jouer à Bordeaux son premier match en espoir, mais ce qui est l'antichambre des professionnels. Et voilà, c'était une joie. On ne l'a pas suivi cette fois-ci exceptionnellement parce que c'était l'anniversaire de son frère aîné la veille. Mais puis je voulais que ce soit son moment, qu'il n'y ait pas de pression, pas de stress, qu'il soit détendu. Je lui ai dit, de toute façon, on en verra d'autres, des matchs à la maison ou ailleurs, donc t'inquiète pas, prends du plaisir, profite du moment. Et vous aimez le rugby, hein, vous êtes, oui, bien sûr. Ouais. Voilà, vous lui donnez des conseils beaucoup à l'époque. Hein. Oui, parce que j'ai joué pendant 25 ans, j'ai été dirigeant et j'ai transmis cette passion à mes enfants, à des amis autour de moi. Le coup de massue tombe quand un appel arrive sur votre téléphone portable. On vous dit que votre fils a été transporté dans un état grave à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Est-ce que vous le savez tout de suite quand le coup de fil arrive ou pas? Ce qu'on me dit, c'est il y a une situation bizarre, il y a un double plaquage, on pense qu'il n'a pas vu arriver un joueur, et puis voilà. Où ça devient très surprenant, c'est quand on vous dit que c'est un arrachement de la seconde vertèbre cervicale. Et là, moi, en tant qu'ancien rugbyman, j'ai jamais vu un truc pareil. Je me dis, non, mais là, il s'est passé quoi? Mais à ce moment-là... C'est ultra violent. C'est d'une intensité. C'est comme vous preniez deux objets de 120 kg à 20 km/h, et dont un au niveau de la tête. Et les deux en même temps. Donc, votre fils était sur le terrain, il avait le ballon dans les mains, il était à l'arrêt, et il a pris 2 joueurs du club adverse qui l'ont fracassé. Voilà. En fait, vous avez une situation de jeu où vous essayez de sortir le ballon d'un regroupement. Il évacue vers mon fils. Mon fils est en attente, il est suspendu. Et puis au moment où il a le ballon, il a 300 millisecondes. Puisque moi j'ai eu le temps de mesurer, puisque j'ai vu la vidéo, revue et revue, analysée image par image. 300 millisecondes pour faire face à 2 joueurs qui sont lancés depuis 5 mètres, qui ont choisi la technique, comment ils allaient le plaquer et qui lui entrent dedans. J'imagine que revisionner ces images a dû être une épouvante pour vous et votre famille. Moi, j'ai pris soin de les regarder seul. Ma femme les a vus une fois et ça suffit largement. Mais moi, j'ai dû les revoir beaucoup de fois parce que vous ne pouvez pas adresser ce genre de sujet. Si vous êtes dans le moment et dans la passion, effectivement, vous allez dire n'importe quoi. Donc, il vaut mieux bien découper les choses, les mettre à plat et comprendre ce qui s'est passé et comment les règles ont été appliquées ou pas. Et justement, en fait, on s'aperçoit qu'on a un corpus de règlement qui est largement suffisant. Encore faut-il l'appliquer. Et lorsqu'il n'est pas appliqué, eh bien, il faut sanctionner. Il faut dissuader les tricheurs de faire des gestes dangereux. Et là, pendant ce match, ces règles n'ont pas été appliquées. Votre fils a été foudroyé alors que ça n'aurait jamais dû arriver. C'est ça. Vous avez un plaquage qui est excessivement haut. Enfin, moi, je n'appelle pas ça un plaquage, j'appelle ça une collision qui n'aurait pas dû être faite. Un double plaquage, c'est un geste très technique, puisqu'il y en a un en bas, un en haut. Là, en l'occurrence, celui qui est arrivé en premier a essayé de saisir mon fils, ce qui l'a fait reculer, un petit peu remonter, et le second est arrivé en orientant son épaule au niveau de sa tête, et puis il a plongé. Une ultime impulsion et a heurté la tête de mon fils. À l'hôpital, on vous dit que son état est désespéré très très vite, et vous devez prendre la décision de débrancher les machines. Vous le faites avec toute votre famille. Alors oui, parce que l'hôpital Pellegrin a été très dans l'accompagnement, très bienveillant. C'est-à-dire que ça s'est fait en 3 jours pour nous faire comprendre la gravité de la situation et surtout pour qu'ils mesurent bien notre compréhension de la situation. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on a conclu avec un collège d'experts que la vie de Nicolas n'avait pas de sens puisqu'elle était simplement maintenue par des machines. Il était dans un coma profond, son cerveau n'avait pas été irrigué probablement pendant 20 minutes. Donc, on avait peu de chances de le voir revenir et il était en état de tétraplégie avec des poumons d'acier, c'est-à-dire que s'il n'avait pas de respirateur, il ne vivait pas.
Donc son diagnostic, si vous voulez, il était toujours dans le coma. Il n'y avait plus aucun pronostic possible. Et vous avez pris cette décision en accord avec votre épouse et vos 2 autres fils? Oui. Oui, on a dû se poser la question. Moi, je voulais pas que mes enfants reviennent sur Bordeaux pour voir leur frère allongé, intubé et sous respirateur. Et je l'aurais peut-être maladroitement. Maintenant, on fait comme on peut à ces moments-là. Ces moments de sidération. Mais voilà, je leur ai demandé comment ils voyaient la suite pour leur frère. Et bon, on a tous été unanimes. Nicolas, c'était la vie, c'était la joie, c'était la bonne humeur. Il a occupé l'espace entre ses 2 frères très largement, donc il n'imaginait pas simplement inerte, alité et peut-être végétatif. Bien sûr. Pour que nos téléspectateurs et auditeurs comprennent bien, c'est qu'on ne se dit pas quand on envoie son fils à un match de rugby qu'il peut mourir. Quand vous avez commencé à comprendre que les règles n'avaient pas été appliquées, qu'il y a des gestes d'une brutalité qui sont condamnables, vous êtes allé voir les instances du rugby. Comment est-ce que vous avez été reçu, monsieur Chauvin ? Avec beaucoup de courtoisie au départ. C'est quand je suis revenu plusieurs fois qu'ils ont commencé à être un peu agacés. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'ils ont été surpris par la technicité du dossier que j'ai ramené, puisque je suis le seul, a priori, à avoir fait un dossier. Suite à la mort de mon fils, la seule analyse image par image avec l'application des règles qui a été faite, c'est celui que j'ai fait. Moi, j'en ai pas vu d'autre aujourd'hui, ni au ministère des Sports, ni auprès de la Fédération française de rugby. Donc aujourd'hui, on me dit, on en a discuté, on me dit qu'il n'y a pas de faute. Je me dis, attendez, vous n'êtes pas sérieux. Et quand j'ai vu Bernard Laporte à Jean-Bouin, je lui ai montré mon dossier, et là, son discours a changé. Il m'a dit, mais bien sûr, mais c'est quoi ça ? Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, il était retourné. Après, est-ce que c'était simulé ? Est-ce que c'était sincère ? Je pense qu'il y a eu une forme de sincérité. De sincérité. Mais après, pourquoi on ne va pas plus loin ? Je ne sais pas le dire. Est-ce qu'on se dit, il est mort, bon, et alors, c'est pas grave, on a un quota ? On a un quota ? Non, oui, non, mais cette image est terrible parce que... C'est comme ça que je le pense, parce qu'à un moment donné... Parce que la même année, il y a eu 4 jeunes qui sont morts dans les mêmes circonstances sur les terrains, c'est ça ? Il y a eu 4 décès, pas forcément dans les mêmes circonstances, mais il y a 4 morts sur des terrains de rugby entre 17 et 20 ans, et c'est juste insupportable. Enfin, on a juste un problème. Quand j'ai rencontré Serge Chimon à Jean-Bouin pendant la commémoration et qu'il me parle de statistiques, 3 jours après la mort de mon fils, il oublie juste qu'il a le père d'une occurrence statistique en face de lui. Comment peut-on dire à un père, vous savez, on est un des sports les plus sûrs du monde. Mais mon fils il est dans le lot. Donc, bien évidemment, je ne suis pas resté avec ce monsieur parce que ce n'était pas intéressant. Mais ça interroge quand même sur le regard de ces gens-là. Ils ne voient pas les choses avec l'humanité d'une famille. Ils les voient avec... celle d'un dirigeant avec un business économique et un modèle économique. Et qui compte des statistiques. Et il compte des statistiques. Qui est absolument effarant. Ce que vous racontez dans ce livre, c'est ce combat en fait que vous portez pour que la mort de votre fils ne soit pas une mort pour rien. Bien sûr. Vous voulez que ça ne se reproduise pas et on le comprend. Est-ce que depuis, des choses changent ? Est-ce que vous avez porté plainte ? Est-ce que la justice s'est saisie de l'affaire ou pas ? Alors, on a porté plainte dès le départ. Notre volonté, avec mon épouse Caroline, c'était de dire il faut responsabiliser les joueurs. Parce que les premiers responsables, effectivement, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Après, ça ne sert à rien d'incriminer les arbitres, les règles, et ainsi de suite. Si déjà les instincteurs principaux ne sont pas conscients de leur responsabilité, on n'arrivera à rien. Donc c'est pour ça qu'on a déposé une plainte. On a posé une plainte contre X pour homicide involontaire, parce qu'hélas, notre fils est mort, et on se doute que ce n'était pas volontaire. Mais on a fait cette démarche, et heureusement, puisque si on ne l'avait pas faite, comme la Fédération française de rugby n'a engagé aucun dossier disciplinaire, n'a déclaré aucune faute, ça veut dire que mon fils serait mort dans des conditions normales, ça voudrait dire qu'il est mort, et ça fait partie du jeu. Et c'est bien là que le sujet est insupportable pour tout amoureux du rugby. On ne considère pas, comme vous le disiez tout à l'heure, que nos enfants, on les conduit et qu'un jour, on les ramènera peut-être pas. Est-ce que les choses ont bougé depuis que vous dites les choses publiquement, depuis que ce livre a été publié ? Non. Aujourd'hui, il y a 2 axes sur lesquels j'essaie de faire avancer les choses. Le premier, c'est effectivement avoir un rapport des circonstances dans lesquelles, établi officiellement par des experts. Parce qu'il me semble vous l'avez toujours pas ? Non, jamais. On est 5 ans après les faits. Oui. Mais on va accueillir la Coupe du Monde de rugby 2023. On n'a pas trouvé un arbitre qui était capable aujourd'hui officiellement pour la FFR de me faire une analyse circonstanciée qui puisse peut-être dire l'inverse de ce que j'ai dit. Mais écrivez-le. Mais c'est très embarrassant pour eux. Parce que si on écrit que c'est normal, comment est-ce que vous allez recruter dans les écoles de rugby les enfants et ainsi de suite ? C'est très embarrassant comme situation. Mais elle est là, il faut la traiter, c'est ce que je leur ai demandé. Et le deuxième axe, c'est on a un règlement
la règle 9, alinéa 11, qui dit qu'on ne doit rien intenter qui soit dangereux ou imprudent pour un adversaire. Je veux dire, tout est dans la phrase. Ça fait partie du règlement du rugby. On n'en parle jamais. On peut se rentrer dedans, on peut faire des choses complètement absurdes, complètement violentes, et on dit, c'est du sport, c'est du rugby, et alors ? Vous parlez de business aussi. Ça dérange le business, en fait, ce que vous dites, le fait que les règles ne soient pas respectées, qu'on mette la vie en danger de ces jeunes joueurs? Mais je pense qu'on est... Enfin, vous êtes spécialiste des médias aussi, et donc vous savez qu'on va vers le spectaculaire. Maintenant, est-ce que les éléments de langage ont changé quand même depuis 10 ans dans le domaine du sport et particulièrement dans le domaine du rugby? On va vous parler de combat, on va vous parler de férocité, on va vous parler d'intensité pour ceux qui voudront édulcorer un petit peu. Mais en fait, on veut rendre le sport plus, je ne vais pas dire plus sanglant, mais plus spectaculaire. Et donc, la question, et c'est là où je dis aussi qu'on a tous un rôle, c'est nous, spectateurs, nous, parents, on a aussi le droit de s'opposer à ces choses-là en disant on n'est pas venu voir les jeux du cirque et on ne veut pas voir des morts, on ne veut pas voir des blessés, on veut voir des personnes qui jouent loyalement à un sport qui est plein de valeurs. Mais aujourd'hui, moi, ce que je dis, quand vous ne respectez pas les règles, sortez les tricheurs. Alors qu'aujourd'hui, on est dans le phénomène inverse. Je dois m'expliquer, je dois essayer de faire comprendre à tout le monde que quand on n'applique pas les règles, c'est dangereux. Et c'est ça qui est donc incroyable. Vous êtes quasiment à la place de l'accusé qui doit s'expliquer. Moi, je dois expliquer pourquoi il faut respecter les règles. Moi, je peux en témoigner, j'ai perdu un fils dans des circonstances abominables. Donc, en fait, on m'écoute. Mais c'est quand même, il faut qu'on se pose tous la question à un moment donné, comment est-ce qu'on en arrive là à se dire que quand les règles ne sont pas appliquées, il fallait encore essayer d'être convaincu qu'il fallait les appliquer. C'est absurde. On est à quelques semaines, vous le disiez, de ces mondiaux. Rien ne va bouger ? Moi, en tout cas, je lutte ardemment pour que le 8 septembre, avant le 8 septembre, j'espère que le ministère des Sports tiendra son engagement. Je fais confiance à la ministre qui est très engagée et qui a regardé le rugby féminin et qui le trouve formidable. Et d'ailleurs, moi Madame aussi. Oudéa Castéra. Voilà. Et qui est plus humaine que sa prédécessrice, d'après ce que vous racontez dans le livre. En tout cas, je ne l'ai pas rencontrée, mais elle me semble. Mais en tout cas, ce qu'elle a dit sur le rugby féminin dimanche, suite à la victoire de la France contre l'Écosse, c'est qu'elle avait trouvé le spectacle formidable, et ainsi de suite. Eh bien, ce sont les mêmes règles. Et pourquoi, dans ces cas-là, les femmes arrivent à pratiquer un rugby de vitesse, d'évitement, d'intelligence ? Et pourquoi est-ce qu'on résoudrait les hommes à un rugby de combat, de brutalité, de bestialité ? L'équipe de France masculine, depuis 2 ans, ne le fait pas, ce sport, ce rugby brutal. Et elle gagne. Donc continuons comme ça, et faisons appliquer la règle 9 alinéa 11, inscrivons-la partout. Moi, je demande à ce que les adhérents les recopient sur leur licence. Comme ça, ils en auront conscience. Est-ce que vous êtes en colère aujourd'hui, Philippe Chauvin ? Non. Comment va votre famille, déjà ? Non, enfin, je ne peux pas être en colère, parce que si j'étais en colère, je pense que je perdrais toute crédibilité. Je perdrais aussi le sens de l'analyse. Et je pourrais rompre le dialogue. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que le rugby sorte par le haut. C'est ce que j'avais dit à Bernard Laporte au mois de janvier 2019. Je ne devais pas passer dans les médias, je ne devais pas écrire de livres. Je leur faisais confiance. Je leur ai dit, c'est un vrai problème, d'accord, mais vous avez la possibilité d'en sortir par le haut, en faisant vous-même l'établissement des responsabilités et en apportant les actions correctives qui se sont passées sur ce jour-là. Ils n'ont rien fait. Cette évidemment attitude et votre dignité vous font honneur. Merci beaucoup d'être venu livrer votre témoignage. Philippe Chauvin, Rugby mourir fait partir du jeu, le combat d'un père endeuillé, c'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup à vous d'être venu ce soir sur nos antennes.